Un peu plus de 7 mois après sa mort tragique, les conclusions sur l'enquête de ce drame viennent de tomber. L'ancien ministre Chérubin Okende s'était suicidé. Ce sont les conclusions des enquêtes selon le procureur général près la Cour de cassation. À la une également, à l'international, la dette publique du continent africain restera au-dessus de son niveau pré-pandémique en 2024-2025, a annoncé la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Bonsoir à tous. Son corps sans vie avait été retrouvé dans son véhicule le 13 juillet 2023. Chérubin Okende, ancien ministre des Transports, était mort à la suite d'un suicide. C'est la déclaration faite ce jeudi par le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé. Une conclusion qui fait suite à des rapports des experts qui ont suivi ce dossier de près. Selon le procureur, le rapport de l'autopsie n'a révélé aucun traumatisme à part l'auto-infliction de la balle au niveau de la tempe. Patience Lokeke. Et toutes ces expertises qui ont atterri sur notre table, nous avions le rapport concluant suivant. Feu Chérubin Okende s'est auto-infligé. En d'autres termes, Sieur Feu Chérubin Okende s'est suicidé. J'ai posé une question, pourquoi est-ce que ça a pris un peu de temps? Nous sommes allés plus loin dans nos investigations. Nous voulions aller plus loin et nous sommes en train d'aller plus loin. Et là, c'est le deuxième volet. Au-delà de cette conclusion de suicide, nous nous sommes intéressés à savoir quelles pouvaient être les causes qui ont poussé Sieur Chérubin Okende à pouvoir se donner la mort. Vous serez peut-être surpris de l'apprendre ici, mais au sein de sa famille, nous avons eu, et au sein de tous ceux qui pouvaient être à ces jours comme des présumés auteurs, toutes les interventions, toutes les enquêtes ont abouti à ce que nous puissions, à ce jour, dire qu'il y a eu des causes profondes. Et voilà la deuxième phase de l'enquête que nous allons chercher à découvrir. Je vous annonce seulement que, au-delà de cette mort, après que nous ayons eu la conclusion, nous avons ordonné d'autres devoirs consistant notamment à la perquisition du bureau privé du défunt. Il y a été saisi un agenda, son agenda propre, la perquisition opérée devant la veuve, en sa présence, qui a confirmé, dans ce que nous avons trouvé, que 3 jours avant sa mort, Sieur Chérubin Okende avait écrit, je cite, « Je suis au bout du rouleau ». Son épouse, et c'est ça les enquêtes qui sont en train d'être menées, le Forêt vous dira davantage, n'a pas caché que peu avant sa mort, le Découyous était très tendu, il était préoccupé et c'était aussi le témoignage de tous ceux qui avaient été entendus, qui l'avaient approché, notamment son chauffeur, ainsi que celui qui pouvait encore être en prison aujourd'hui, monsieur son garde-corps. En visite de travail en RDC du 27 au 29 février, les envoyés spéciaux du groupe de contact international sur la région des Grands Lacs étaient face au gouvernement congolais. Il s'agissait pour eux de dégager une compréhension commune de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Cette visite intervient alors que les combats continuent à l'est de la RDC et le Rwanda ne cesse d'apporter son soutien aux rebelles malgré les multiples condamnations et mises en demeure. Maryse Boleli. Les envoyés spéciaux du groupe de contact international sur la région de Grand Lac étaient en visite de travail en République démocratique du Congo du 27 au 29 février 2024. Mardi soir, face au gouvernement congolais représenté par le vice-premier ministre Peter Kazadi, ministre des Affaires étrangères et francophonie Christophe Lutundula, rencontre à laquelle ont également pris part ses collègues en charge de l'Intérieur, ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba et l'intégration régionale Antipas Moussa et du haut représentant du chef de l'État pour le suivi
de la feuille de route de Luanda et le processus de paix de Nairobi, professeur Serge Chibangu. Une occasion pour la République démocratique du Congo pour voir comment la communauté internationale pourrait intervenir dans la situation sécuritaire. Cette invitation, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour vous écouter, avoir votre lecture des choses, pour que les acteurs principaux de la communauté internationale aient une compréhension, une lecture commune de la situation et voir comment ces acteurs pourraient mieux vous accompagner, vous appuyer. Cela fait exactement 30 ans qu'on tue les Congolais et qu'on pille ses richesses. C'était par cette affirmation de Christophe Lutundu, la ministre des Affaires étrangères et francophonie, que cette réunion a pris fin et clôturée après plus de 2 heures de temps et rappelle la position de la République démocratique du Congo. Parfois, on voit revenir sur les mêmes choses. On a l'impression qu'on s'est accommodé. La situation de la RDC. Donc, nous n'allons pas beaucoup nous détendre sur les faits, même les questions que vous posez, les réponses y sont. Vous le savez. Le gouvernement congolais rappelle à la communauté internationale de jouer un rôle important pour la paix et le retrait de troupes armées à l'est du pays. Après avoir bouclé avec succès la 5e revue du programme Facilité élargie de crédit avec le Fonds monétaire international, la RDC se lance dans la 6e revue. C'est dans ce cadre qu'une délégation de cette institution de Bretton Woods en mission au pays a été reçue par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, une délégation conduite par Calixte Aopossi, chef de mission FMI en République démocratique du Congo. Suivez. Avec à sa tête M. Calixte Aopossi, chef de mission pour la RDC qu'accompagnait Gabriel Lost, représentant résident du FMI en RDC, cette délégation a rendu compte au Premier ministre Sama-Lukonde des travaux effectués dans le cadre de la préparation de la 6e revue. Ils reviendront en avril prochain pour la revue proprement dite. Nous sommes ici dans le cadre d'une mission légère pour préparer la 6e revue du programme FEC, du Fonds des autorités soutenu par le Fonds monétaire international. L'objet de notre visite au Premier ministre, c'est de lui rendre compte de nos travaux depuis la semaine dernière pendant cette mission. Le plus grand objectif de la mission, c'était de collecter les informations, les progrès qui ont été faits depuis la 6e revue et de faire le point sur les efforts qui restent à faire pour la 6e revue. Rappelons par ailleurs que le conseil d'administration du FMI a déjà approuvé la 5e revue en décembre 2023, une revue bouclée avec succès par le gouvernement Sama-Lukonde, ce qui est une première en RDC que le gouvernement arrive à un tel niveau dans l'exécution de son programme économique. Nous saluons les efforts des autorités, leurs engagements à faire, à mettre en œuvre toutes les réformes qui sont prévues dans le programme. Je pense que c'est clair que c'est la première fois que la RDC est arrivée à ce niveau, au niveau de la 5e revue. Donc maintenant, notre encouragement, c'est que les efforts continuent pour que la 6e revue soit aussi satisfaisante. Signalons que cette rencontre s'est déroulée en présence de quelques membres du gouvernement, notamment le ministre des Finances et celui de Budget, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, quelques membres du cabinet du Premier ministre et des experts du FMI. Quittons Kinshasa pour nous rendre en province. Plusieurs camions transportant des marchandises en provenance de la localité frontalière de Kalambambouji, en territoire de Luiza, dans la province de Kasaï centrale, sont bloqués sur cette route en terre battue, longue de plus de 200 km. Pour Albert Kyungu de la société civile Petites et Moyennes Entreprises, la route Kananga-Kalambambouji s'est transformée en un véritable cauchemar pour les usagers. Suivez. Plus de 2 semaines que de véhicules de transport sont immobilisés sur ces tronçons à cause de son état de délabrement. Des bourbiers et des nids de poules disséminés ne facilitent pas la tâche aux chauffeurs de camions. Conséquence, la hausse des prix de biens de consommation et d'autres produits manufacturés s'est fait sentir sur le marché des Kananga. Contactés, certains responsables de l'entreprise chargés d'exécuter les travaux sur cette route indiquent que le pluie abondante handicape le travail.
Pour la société civile, petite et moyenne entreprise, la route Kalamba-Mbouji s'est transformée en un véritable cauchemar. La route Kananga-Kalamba-Mbouji, dite route de l'espoir, s'est transformée plutôt en un véritable cauchemar. Tous les espoirs se sont envolés. La route qui a été conçue dans le sens d'ouvrir les Kasaï au monde avec un accès facile aux mers, permettre les Kasaï d'avoir la connexion avec l'extérieur, la fluidité des opérations. Cette route qui a juste été ouverte en terre battue n'a jamais été construite selon les normes de l'art et à l'heure actuelle se trouve en état de délabrement très avancé. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait enregistré de cas d'accident, de véhicules qui se renversent, des morts d'hommes, des pertes. Et à chaque 20 mètres, 10 mètres, ce sont des ravins, ce sont des bains de cochons, ce sont des nids de poules, ce sont des boues insurmontables. Ceci entraîne inéluctablement des manques à gagner énormes. Pour rappel, au moment où cette route a été fréquentable, dans un premier temps, les ciments, les sacs de ciment de 50 kg se vendaient à Kananga jusqu'à $15. Jusqu'à $15. Aujourd'hui, les sacs de ciment coûtent 100 à 110 000 francs sur la ville de Kananga. Et les plaidoyers ont été portés à haut niveau, déjà à la présidence, pour que cette route soit entretenue avec la complicité de BSECO. Pour rappel, le chef de l'État Félix Tshisekedi avait lancé le 10 septembre 2023 les travaux de la réhabilitation et de modernisation de la route Kananga-Kalamba-Mbouji. Longue de 230 km, cette route est d'une importance particulière parce qu'il s'agit de la porte d'entrée du Kasaï au port angolais de Lobito. En sport, l'international congolais Héritier Luvumbunzinga signe son retour à l'ASV Club de Kinshasa 7 ans après son départ. L'homme à la patte gauche a signé un pré-contrat avec le club vert et noir pour la saison 2024-2025. Blaise Kouzola. L'international congolais Héritier Luvumbu a signé officiellement ce mercredi 28 février un pré-contrat avec l'ASV Club de Kinshasa pour la saison sportive 2024-2025. Cette signature s'est déroulée en présence du président de ce club, Amadou Diaby. Kozonga na mboka na ngai namoni ke bolingo vraiment eza makasi famille pene ya Vita Club bayambinga vraiment na bomoko po naza mwana ndako. Et na remercier tous les comités à Vita Club, na actio basali pona ngai et na remercier aussi le président Abisso Amadou et na ba actio azo sa na Vita Club, c'est pas donné à tout le monde donc merci vraiment président Amadou. Donc salinga kenandi makozonga na Vita Club et ça d'abord pour un projet au Vita Club azanango et tout cela na président expliquer na nyonso et yango moni ke ba offre mususu peza ki nango mais natali projet au Vita azanango eza projet à venir yango moni ke les supporters de V Club doivent attendre encore avant de voir la patte gauche de Luvumbu sur terrain. Message que na opesa na ba supporters ni osu ya Vita Club et club pour le moment a un problème ya recrutement mais to signé contrat mo boye eza professionnel protocole d'accord na club et message na opesa bino bo mona ka Luvumbu ti na mois ya juin de mais pour le moment, on a entraînement dans le club. Héritier Luvumbu revient au sein de l'ASV Club après la rupture de son contrat avec son ancien club Rayon Sport du Rwanda. Le Congolais avait lors d'un match de football, après avoir marqué un but, fait le geste dénonçant le silence de la communauté internationale face aux tueries dans l'Est de la RDC. Ces gestes consistent à mettre la main droite sur la bouche et de 2 doigts sur la tempe. Une attitude qui n'avait pas plu à son club et la Fédération rwandaise de football avant de décider de les suspendre pour 6 mois, suivi d'une résiliation de son contrat. Héritier Luvumbu est de cette génération brillante de l'AS Vita Club, vice-champion d'Afrique en 2014,
en Ligue de champions de la CAF derrière l'entente sportive de Sétif, et ses qualités ne sont pas inconnues du grand public congolais, surtout pas des Banambongo. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises. Place à la page internationale. Au Nigeria, des activistes locaux et des groupes environnementaux internationaux souhaitent que le gouvernement nigérian retarde l'approbation de la vente des actifs terrestres de la compagnie pétrolière Shell, estimant que cette dernière tente de se soustraire de ses responsabilités environnementales et sociales dans le delta du Niger, une région hautement polluée. Blaise Tokozola. La compagnie londonienne tente de vendre sa filiale Shell Petroleum Development Company qui exploite ses actifs terrestres dans le delta à Renaissance Africa Energy Company, un consortium d'entreprises locales. Shell affirme que l'opération de désinvestissement de 2,4 milliards de dollars s'inscrit dans le cadre d'une reconfiguration plus large du secteur pétrolier et gazier nigérian. Mais les centres de recherche sur les entreprises multinationales, une organisation néerlandaise à but non lucratif, a publié mercredi un rapport dans lequel il affirme que Shell ne devrait pas être autorisée à se désinvestir dans le delta à moins qu'elle n'assume la responsabilité de son héritage toxique de pollution et ne garantisse le démantèlement en toute sécurité des infrastructures pétrolières abandonnées. Les manifestants ont appelé le gouvernement du Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique, à suspendre la vente jusqu'à ce que le problème environnemental soit résolu. Les militants affirment que Shell n'a jamais fait preuve d'un grand désinvestissement dans la région. Ils rappellent l'explosion d'une tête de puits dans la rivière Santa Barbara qui traverse le delta du Niger en 2021. Shell affirme qu'elle évalue la solidité financière, la culture et les performances sociales et environnementales des entreprises auxquelles elle vend des actifs. Le président nigérien Bola Tinubu, qui détient le portefeuille du ministre du pétrole, décidera du sort de la transaction Shell Renaissance. Shell et les autres compagnies pétrolières imputent souvent les déversements à l'intervention des tierces, à savoir les attaques de militants et les actes de vandalisme commis par des voleurs de pétrole. Toutefois, la loi nigériane oblige les compagnies à nettoyer, quelle qu'en soit la cause. L'accord avec Renaissance est la dernière mesure prise par Shell pour limiter ses activités terrestres au Nigeria et se concentrer sur les activités en eau profonde. Je l'avais annoncé en titre, la dette publique de l'Afrique restera au-dessus de son niveau pré-pandémique en 2024 et 2025, ce qui nécessite une plus grande collaboration avec les bailleurs de fonds internationaux pour empêcher une aggravation du surendettement du continent, a annoncé la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Edouard Fonda. Ébranlé par une succession de chocs économiques exogènes comme la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et la hausse des taux d'intérêt sur des marchés internationaux, les pays africains ont vu leur ratio moyen dette PIB moyen atteindre 62,5% à la fin 2022. La dette publique des pays africains restera supérieure à son niveau d'avant la pandémie de Covid-19 en 2024 et 2025. C'est énorme, a déclaré le directeur de la division de la macroéconomie et de la gouvernance à la CEA lors d'une conférence tenue dans la station balnéaire zimbabwéenne. Rappelant que le ratio dette PIB du continent avait atteint 62,5% à fin 2022, le responsable onusien a également appelé les pays africains à une meilleure collaboration avec les bailleurs des fonds internationaux pour ramener leur dette à des niveaux soutenables. S'exprimant lors de la même conférence, le ministre zimbabwéen des Finances a indiqué que lui et ses homologues africains prévoient de demander officiellement une refonte du système financier mondial afin de mieux l'adapter aux besoins du continent confronté à des niveaux d'endettement élevés, à des chocs climatiques croissants et à une inflation galopante. Le Zimbabwe fait partie des pays africains qui se débattent. Il a manqué à ses obligations envers les institutions financières internationales il y a plus de 20 ans. Cela l'a privé des lignes de crédit.
La Zambie, le Ghana et l'Éthiopie ont également fait défaut sur leurs dettes ces dernières années. C'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, je vous en rappelle ces deux principaux titres. Un peu plus de 7 mois après sa mort tragique, les conclusions sur l'enquête de ce drame viennent de tomber. L'ancien ministre Chérubin Okende s'était suicidé. Ce sont les conclusions des enquêtes selon le procureur général près la Cour de cassation. Et puis à l'international, vous l'avez suivi, la dette publique du continent africain restera au-dessus de son niveau pré-pandémique en 2024-2025, a annoncé la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.